À la fin des années 30, l'US Air Force décide qu'elle doit disposer de 2 modèles d'avions différents pour chacun de ses besoins. C'est en vertu de ce principe que 2 précautions valent mieux qu'une qu'a été développé le B-25 de North American Aviation, un bombardier intermédiaire. Pour comprendre sa réussite, il faut savoir qu'il a répondu à toutes les exigences imposées par son cahier des charges et qu'en plus, il a été utilisé à une multitude d'autres tâches. C'est un des très rares avions à avoir été déployé à la fois par l'Air Force, la Navy et les Marines. Son surnom de Sweetheart des troupes lui a été donné par ses équipages. C'est le seul appareil américain de la Deuxième Guerre mondiale à avoir été baptisé du nom d'une personne. Quand on a commencé à le fabriquer, le B-25 s'est appelé officiellement le Mitchell. Mitchell est le nom d'un général, un visionnaire qui a fait la Première Guerre comme général d'aviation. Il avait prédit que dans le futur, l'issue des conflits dépendrait de la maîtrise du ciel. Il était en but à une forte opposition, aussi bien à l'intérieur de l'Air Force que de la Navy. Pour prouver la puissance de l'aviation, il a coulé un navire de guerre allemand en le bombardant avec un vulgaire biplan. Ses conceptions et son obstination à pousser en avant l'aviation allaient à contre-courant des idées généralement répandues parmi les responsables militaires de l'époque. Cela lui a coûté sa carrière. Dans l'entre-deux-guerres, l'US Air Force a reçu très peu de crédit. Ses opérations se limitaient souvent à des vols humanitaires, à des largages de nourriture et à des acheminements de courrier. Au milieu des années 30, d'autres puissances ont commencé à considérer l'aviation comme véritablement efficace. Les bombardiers italiens ont eu des effets ravageurs en Espagne et Mussolini s'en est servi en 1935 pour écraser l'Éthiopie. Face aux moyens dérisoires de l'Éthiopie, l'impact des avions italiens était dévastateur. Les recours de Haïlé Sélassié auprès de la Société des Nations n'ont pas suffi à faire réagir les autres puissances et en 1936, l'empereur a été contraint à l'exil, abandonnant son pays à son destin et la Société des Nations à son impuissance. L'évolution de la situation politique internationale a fait bouger les choses aux États-Unis. Ce n'est peut-être pas un hasard si les cadets de West Point ont commencé à recevoir un entraînement de principe au combat aérien cette année-là. « 1936 est aussi l'année où North American Aviation se lance dans la production d'avions et construit une nouvelle usine à Los Angeles. North American produit un avion d'observation avec un train d'atterrissage rentrant qui était d'une conception sophistiquée pour l'époque. La réussite de North American s'est amplifiée avec une série de monomoteurs d'entraînement qui sera utilisée en différentes versions par les armées de l'air de nombreux pays. Cet appareil polyvalent, remarquable, s'est fait une réputation d'avion bien conçu, mais aussi très bien construit. L'organisation de sa fabrication était impressionnante. Le projet North American de bombardier bimoteur à grand rayon d'action a d'abord été un échec. L'Air Force avait commencé par commander 5 XB-21, mais un seul exemplaire sera construit car le 21, qui disposait d'une technologie de pointe, exemple ses tourelles automatiques, ne volait pas suffisamment bien. Mais il a été l'occasion pour North American d'étudier la problématique du bombardier. Il a aussi permis à North American de montrer aux responsables militaires qu'il s'intéressait à ce secteur de recherche
Et il a en plus permis à North American de se familiariser avec les nouvelles formes de bataille aérienne et les analyses stratégiques qui les sous-tendaient. Exemple, le concept de bombardier longue distance autonome équipé de mitrailleuses à tir rapide. North American n'a pas été arrêté par l'échec de son B-21. Il a décidé d'élaborer un nouveau concept et de le financer sur ses propres fonds. Le NA-40 était encore plus sophistiqué, avec en particulier un train d'atterrissage tricycle qui permet d'atterrir à grande vitesse. Cette maquette du NA-40 procède à des essais en soufflerie. Le système des doubles dérives est destiné à améliorer sa stabilité directionnelle. Cet appareil était considéré comme bien meilleur que son prédécesseur, mais il avait encore besoin d'être amélioré. Fin 1939, le monde plonge dans le désastre. En envahissant l'Europe, l'Allemagne fait la preuve qu'il est essentiel de disposer d'une force aérienne puissante. De l'autre côté de l'Atlantique, les stratèges américains sont inquiets. Ils peuvent méditer les prophéties du général Mitchell et décident en catastrophe de développer le NA-40. Mais ils demandent que ses ailes soient abaissées et son fuselage agrandi. Ces modifications étaient fondamentales, mais le NA-40 sera commandé sur plan à 178 exemplaires. Le premier fuselage assemblé a servi à des essais de charge. Pour tester sa résistance, on a démonté son support principal et chargé toute sa structure. On a suspendu et placé à l'intérieur de sa cellule en aluminium des centaines de kilos en lingots de plomb, de façon à déceler la moindre défaillance qui aurait pu représenter un risque en situation de combat. Le fuselage agrandi devait pouvoir transporter des charges plus lourdes que prévu à l'origine, et cela risquait de provoquer des contraintes trop grandes. En regardant bien, on peut voir les panneaux qui ondulent sous l'effet des énormes pressions qu'ils subissent, mais ces essais ont montré que le fuselage résistait bien. On a aussi catapulté dans l'eau des maquettes au 12e pour étudier leur comportement en cas d'amérissage forcé. À l'usine, on a utilisé toutes sortes de spécialistes. Ces maquettistes font un moule pour le dessus des nacelles moteurs. On voit l'écope qui va servir à injecter l'air dans les carburateurs de ces gros moteurs en étoile. Le projet de North American s'appelle désormais le B-25. Maintenant, les choses deviennent sérieuses et on commence à couler les pièces détachées.
Dans l'atelier principal, les ouvriers commencent à assembler le fuselage sur un gabarit. Au début, la fabrication des B-25 demandait un travail fatigant et beaucoup d'ouvriers spécialisés. À cette époque, les avions étaient construits par des artisans, beaucoup de choses se faisaient à la main. Le hall de fabrication de ce nouveau bombardier intermédiaire ressemblait à une ruche. Désormais officiellement consacré et baptisé, le North American B-25 s'appelle Mitchell. Une partie des premiers Mitchell vont partir en Grande-Bretagne où ils seront tout de suite déployés. Mais l'essentiel était destiné aux États-Unis et les chefs d'état-major des différentes armes savaient déjà qu'ils ne tarderaient pas eux aussi à être engagés dans le conflit. Son bon rapport poids-surface de voilure et l'équilibre général de ses formes en ont fait un appareil très facile à piloter. Cela rendait les équipages confiants et ils l'ont accepté facilement. Il était clair que North American Aviation avait misé sur le bon cheval. D'après les premiers rapports britanniques, les Mitchell ne disposaient pas d'un armement suffisant. Le constructeur s'est probablement inspiré de certains développements du B-21 pour installer les nouvelles tourelles. Il y en avait même une sous le fuselage équipée d'un périscope. Ces systèmes de défense supplémentaires n'ont pas été installés sur tous les modèles, mais elles sont arrivées à temps, car le 7 décembre 1941, l'aéronavale japonaise déclenche sa redoutable attaque sur Pearl Harbor. Les États-Unis étaient désormais en guerre. Il leur faudra moins de 6 mois pour disposer d'une force de bombardiers embarquée sur porte-avions, prêt à attaquer la capitale japonaise. La riposte américaine ne pouvait se faire qu'avec des appareils multimoteurs opérant à partir d'un porte-avions. Plusieurs modèles ont été envisagés, mais le Mitchell était le seul à pouvoir décoller à partir d'une surface si petite et à couvrir la distance qu'il fallait. Une poignée de volontaires s'est entraînée jusqu'à la perfection à décoller au plus court sur des bases terrestres. La nature indulgente du B-25 était exploitée au maximum. Quand les équipages et leurs appareils ont embarqué sur le Hornet, on était sûr qu'ils seraient à la hauteur de la tâche qu'on leur demandait. La flotte américaine se dirige maintenant avec prudence vers le Japon,
mais ils vont être repérés par des bateaux de pêche japonais avant d'atteindre le point d'où les avions devaient décoller. Les bateaux japonais ont été coulés, mais ils avaient eu le temps de déclencher l'alerte par radio. Face au risque de perdre un porte-avions, la décision sera prise de lancer le raid au plus vite. L'attaque sur Tokyo a coûté des vies américaines. Tous les avions utilisés ont été perdus, abattus, perdus en mer ou écrasés au sol. Mais le raid a eu 3 effets majeurs. Il a d'abord démontré au peuple japonais que leur pays n'était pas à l'abri d'une attaque américaine. Il a ensuite obligé le gouvernement japonais à consacrer une importante partie de son potentiel militaire à défendre ses propres côtes. Troisième effet, et peut-être le plus important, un coup de fouet au moral des Américains. Ce raid avait aussi servi à faire la preuve de l'incroyable courage des équipages qui y avaient participé. Doolittle, le responsable de cette opération, a été décoré de la médaille d'honneur du Congrès. À sa droite, il y a le général Hap Arnold, qui était le chef d'état-major de l'Air Force. Voici à nouveau le général Arnold qui visite les installations de North American à Los Angeles. En parcourant l'usine, il discute sans doute de la livraison d'un nombre plus important de B-25 et des modifications qui étaient envisagées en permanence. Arnold disposait d'un B-25 personnel. Il y avait sur le côté sa marque personnelle avec son grade et son titre. Il lui permettait de se déplacer très vite avec son état-major dans tout le pays. Désormais, la production du B-25 était une priorité absolue. L'accélération de la victoire dépendait de lui et des autres appareils de l'arsenal américain. L'usine North American d'Inglewood était considérée, comme toutes les usines installées près des côtes, comme une cible très exposée en cas d'attaque ennemie. Un camouflage très élaboré a été mis en place pour cacher les lignes d'assemblage. Sous le soleil de Californie, les filets de camouflage avaient un effet secondaire appréciable. Pour augmenter la production, il a encore fallu agrandir l'usine de Los Angeles. Pourtant, une usine entièrement consacrée à la fabrication de B-25 avait été construite à Kansas City. À Los Angeles, on est allé jusqu'à réquisitionner le champ de course d'Hollywood Park. Pendant la guerre, il n'y avait pas de course de chevaux et le champ servait à stocker des pièces détachées de B-25. Les bâtiments, eux, ont servi de bureaux et d'ateliers de préassemblage. Inglewood est restée la première usine de North American Aviation. On l'a très vite automatisée pour passer de la production à petite échelle du début à la production en série. Comme il y avait beaucoup d'hommes engagés dans les forces armées, l'industrie américaine a employé pour la première fois des femmes pour fabriquer des armes de guerre. Les demandes militaires augmentaient, l'effort de guerre s'intensifiait, la production journalière de Mitchell également.
Aussitôt terminés, les avions étaient lancés dans la bataille, répartis entre les différentes bases dans le monde entier. Il leur arrivait d'être détruits quelques semaines seulement après leur sortie de production. Les Mitchell ont eu leur place sur pratiquement tous les fronts de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont eu leur baptême du feu en Afrique du Nord, où ils ont été utilisés par les Alliés contre l'Afrika Korps allemand. Les Mitchell, avec les B-24 Liberator et les B-17 Fortress, ont pilonné les positions de l'Axe, favorisant ainsi le retrait des Allemands. De cette façon, les Mitchell étaient utilisés comme prévu à l'origine, c'est-à-dire comme des bombardiers conventionnels intermédiaires. Pour ce type de mission, ils devaient affronter la DCA ennemie sans broncher, avec les opérateurs de tir concentrés sur leurs objectifs. En 1942, l'appui des bombardiers a joué un rôle essentiel dans le débarquement en Afrique du Nord et pendant toute la campagne qui a suivi. Mais les aviateurs ont dû payer leur tribut. Pour répondre à la demande de pièces détachées et pour compenser des ruptures de stock, les avions qui ne pouvaient plus voler étaient cannibalisés. Des spécialistes les démontaient complètement pour récupérer les pièces encore utilisables. Très souvent aussi, on greffait un morceau entier d'un avion sur un autre. Ces appareils témoignent de l'esprit inventif des mécaniciens sur les bases. On va faire preuve du même esprit inventif à l'autre bout du monde. Des unités qui opéraient à partir de bases dans le nord-ouest de l'Australie ont procédé sur place à des modifications non homologuées de leur B-25. Ils leur ont donné une meilleure puissance de feu vers l'avant en plaçant des mitrailleuses supplémentaires dans leurs ailes, à la limite du champ des hélices. L'expérience que ces hommes avaient des premières lignes leur avait fait imaginer un nouveau rôle pour le Mitchell. Ils ont abandonné sa spécificité de bombardier conventionnel pour l'utiliser comme un appareil d'appui-sol à faible altitude. L'efficacité du système est arrivée jusqu'aux oreilles des ingénieurs à Inglewood. Par peur d'endommager les ailes, ils ont interdit cette pratique, mais ils se sont rapidement mis au travail sur cette idée. On a commencé par expérimenter 2 mitrailleuses supplémentaires de 50 installées à l'extérieur du fuselage, à côté du pilote. La puissance de tir de l'avion s'en trouvait augmentée, mais le poids de l'installation et l'impact des canons tout près du cockpit posaient problème. En regardant bien, on voit les conséquences du tir sur l'aluminium à quelques centimètres du siège du pilote. Pour éviter cela, on a rajouté des plaques renforcées. Quatre autres mitrailleuses de 50 ont été installées dans le nez, ce qui donnait au Mitchell une meilleure puissance de feu avant que bien des chasseurs. La réussite de toutes ces expérimentations et le besoin qu'il y avait à disposer d'une plateforme de tir polyvalente a fini par donner un avion bien différent de celui qui avait été conçu à l'origine.
L'usine d'Inglewood ne va pas tarder à passer à la fabrication de B-25 à nez plein. Ils avaient une allure trapue qui ne laissait rien voir de leur capacité destructive. Plus tard, quand on a été sûr que l'avion, dans sa nouvelle configuration, était une réussite, la puissance de feu des Mitchell a encore été accrue et on a pensé à de nouvelles transformations. On a beaucoup travaillé sur ces transformations pour les rendre plus aérodynamiques. Ces deux alvéoles sont occupés par des canons de 50. Leur entretien est adapté aux conditions souvent difficiles des bases avancées. On peut voir comment il est facile de s'en occuper et combien ils sont efficaces. Sur les modèles suivants, la tourelle supérieure est avancée. En cas de besoin, on pouvait y rajouter 2 canons de 50, ce qui renforçait encore l'impressionnante capacité de défense de l'avion. Avec le déplacement de la tourelle supérieure, l'arrière de l'avion s'est trouvé beaucoup moins défendu. Il a fallu équiper le B-25 d'un poste de mitrailleur de queue. Avec ses 2 canons de 50, le Mitchell avait la même protection arrière que le Boeing Flying Fortress. La tourelle inférieure n'a jamais été une réussite. Son périscope était difficile à utiliser et on l'a démonté. La protection latérale était assurée par des 50 monocylindres. Le 25 standard à nez plein disposait ainsi de 14 systèmes de tir. Certaines versions en auront encore plus. Beaucoup de Mitchell ont disposé à l'avant d'une arme supplémentaire véritablement extraordinaire, un canon monocylindre de 75. Cette arme, redoutable, au départ un canon de marine, a été pendant des années le plus gros canon installé sur un avion américain. Il était monté juste en dessous du siège du pilote avec un amortisseur pour absorber le contre-coup du canon. La taille des obus permet d'imaginer leur efficacité. C'était le radio qui chargeait un à un les 14 obus embarqués. Des équipages ont affirmé que le contre-coup du canon immobilisait véritablement l'avion en plein vol pendant une fraction de seconde. C'est théoriquement impossible, mais c'est ce que ressentait l'équipage. En revanche, la capacité des obus à stopper leur cible ne faisait aucun doute et la secousse de l'avion au moment du tir est parfaitement visible. Avec ces modifications, les Mitchell des 3 armes américaines avaient contre des cibles navales une puissance de tir sans précédent. On se servait de balles traçantes pour régler la position des appareils et les aligner avant de tirer. Avec la réussite des Mitchell à nez plein, son constructeur a continué de développer des options. Celui-ci dispose d'un ensemble de 8 calibres de 50 complètement autonomes.
autonome. Bord disposait d'un appareil armé exactement comme il le voulait et réalisé sur mesure par le constructeur. La puissance de tir supplémentaire vers l'avant a beaucoup servi dans le Pacifique Sud. Dans cette zone, le B-25 était l'avion de la situation. Là, il n'y avait pas besoin de pilonner les places fortes que représentaient les îles japonaises avec des bombardiers lourds, contrairement aux centres industriels en Europe. Il valait mieux procéder à des opérations chirurgicales et la précision des 25, utilisée à basse altitude, a eu des effets extraordinaires. Dans les îles du Pacifique, les équipages de Mitchell volaient sur toutes les versions de l'appareil. Ils accomplissaient des missions programmées ou bien cherchaient eux-mêmes leurs objectifs en patrouillant. Dans les deux cas, l'extraordinaire appareil de North American procédait de la même façon et produisait les mêmes effets. Il piquait vers sa cible, la frôlait et la touchait à coup sûr.
Le B-25 a très bien fonctionné comme appareil de patrouille maritime pour repérer et détruire des navires. Les Japonais ripostaient avec acharnement et beaucoup de Mitchell ont disparu brutalement ou par les zéros japonais. Le Mitchell était très solide, mais à basse altitude, il représentait une cible facile. Avec le niveau de perte que subissaient ces Mitchell, North American a décidé de les rendre encore plus résistants. Ces appareils ont un blindage sous leur pare-brise. Toute la surface peinte en jaune est complètement blindée. Les appareils fabriqués à Inglewood comme à Kansas City étaient destinés aux trois armes américaines, mais aussi aux armées de l'air alliées, en particulier la RAF. Celui-ci est une des toutes dernières versions de la Navy, avec à côté de lui son équivalent de l'Air Force en fin de ligne d'assemblage. Un certain nombre de Mitchell de l'aéronaval a été équipé d'une seule torpille, installée en dessous de leur soute à bombe, ce qui empêchait de fermer complètement ses trappes quand la torpille était en position. Cela ne pouvait se faire qu'après son largage. Cela s'est révélé efficace, mais devait provoquer beaucoup de courant d'air à l'intérieur. À cette époque, les bombes acier avaient un comportement irrégulier et les B-25 ont continué d'opérer d'une façon conventionnelle, à haute altitude et en toute sécurité. L'importance des pertes infligées à la marine japonaise a rendu possible le passage de navires marchands alliés. L'acheminement des munitions qui en dépendaient était vital. Ils ont transporté dans leurs cales des centaines de milliers de bombes un peu partout dans le monde. C'est ainsi que toutes sortes de munitions rejoignaient le front et les bombardiers qui allaient les larguer.
charge à bord des B-25 de cette escadrille des munitions spéciales pour attaquer les bases japonaises de Rabaul. Ces Mitchell, qui ont l'air usés et fatigués par la guerre, sont des modèles C qui vont accomplir une mission de plus. La façon dont beaucoup d'escadrilles américaines décoraient leurs appareils servait plus à soutenir leur morale qu'à intimider l'ennemi. Mais à l'altitude à laquelle opéraient les Mitchell, il est sûr que les troupes japonaises pouvaient les identifier. Le Mitchell est moins gros et moins rapide que son équivalent le B-26, mais ses équipages le préféraient. Ils appréciaient sa maniabilité, sa solidité, sa capacité à continuer de voler après avoir été touché, et en plus la possibilité d'en sortir facilement en cas d'urgence. Cette attaque se fait avec des bombes parachutées. Elles descendent lentement, ce qui donne le temps aux Mitchell, qui ne volent pas à très haute altitude, d'échapper à l'impact. Sur ces images, on voit exactement comment se passe un bombardement avec ricochet. La bombe rebondit sur le sol en direction de sa cible, elle n'explose qu'au deuxième contact, ce qui laisse au bombardier le temps de s'éloigner avant le souffle de l'explosion. Les premières lignes américaines ont mesuré les effets de ces raids. Les appareils japonais détruits constituaient d'étranges monuments à la gloire des B-25 et des autres appareils alliés. Depuis son lancement, le Mitchell avait beaucoup évolué, mais à la fin, il ressemblait encore beaucoup à l'appareil d'origine,
proposé au département de la Défense avant l'entrée en guerre des États-Unis. En 1944, l'usine nord-américaine d'Inglewood a sorti son dernier B-25. La production du Mitchell s'est poursuivie à Kansas City jusqu'à la fin de la guerre. L'usine de Californie, elle, ne fabriquait plus que des P-51 Mustang et des appareils à réaction qui ont conduit à la sortie du sabre F-86. Ces appareils font partie du dernier lot de 1000 modèles H fabriqués en Californie. Celui qui roule en dernier est le dernier fabriqué. Il est recouvert de messages et de signatures apposées par les ouvriers de l'usine. Avec ses graffitis, il avait l'air bien étrange. Il a été déployé en Inde tel quel. Son équipage n'a jamais voulu effacer ce qui avait été fait par ceux qui l'avaient fabriqué. Beaucoup de B-25 ont survécu à la guerre et sont rentrés intacts aux États-Unis. Dans les années d'après-guerre, un grand nombre d'entre eux a continué de voler. La plupart du temps, ils étaient désarmés et servaient d'appareils d'entraînement, de transport ou de transmission. Beaucoup de Mitchell ont été rachetés dans les surplus et utilisés comme avions d'entreprise. Le concept d'origine était très polyvalent et le Mitchell a pu remplir toutes ses tâches sans problème. Au bout du compte, le Mitchell est le bombardier bimoteur produit au plus grand nombre d'exemplaires. C'est aussi l'appareil utilisé sur le plus grand nombre de fronts et c'est encore celui qui a été utilisé par le plus grand nombre de pays différents. Ceux qui volent encore aujourd'hui sont toujours très agréables à piloter. Ils sont maniables, sûrs et pardonnent tout. Ce n'est pas un miracle s'ils ont reçu le surnom de Sweetheart des forces.